Et pour un beau baron, il faut des tops, il faut des flops. On commence par les tops. Allez, mettez-moi James Brown, bien sûr. Et qui est triple top? C'est celui qui a marqué un triplé. C'est Kylian Mbappé, Romain. Oui, bien sûr, ça aurait été difficile de faire autrement après son triplé à Reims ce week-end dans le championnat. Victoire 3-0 des Parisiens avec 3 buts donc de Kylian Mbappé. Le premier, c'est le plus beau des 3. Le long centre d'Ousmane Dembélé et la reprise de volée. Elle est précise. Magnifique. Et elle bat le gardien rémois Yehvan Diouf. 59e minute, regardez bien son déplacement pour se démarquer au second poteau. Oui. Et Carlos Soler a bien attendu pour donner la bonne passe au bon endroit, au bon moment. Et enfin, le triplé, là encore, il est bien placé, mais cette fois-ci en retrait sur le centre de Barcola. Et il aurait même pu s'offrir un 4e but. Regardez sa frappe qui va aller sur la barre. Et donc le Parisien qui en est à 7 buts sur ses 6 derniers matchs depuis la dernière trêve internationale tout simplement, alors qu'avant, quand il était arrivé au dernier rassemblement, il restait sur une série de 4 matchs sans marquer. Et donc regardez, là on est sur le compte de l'UNFP et donc Kylian Mbappé vient d'être élu joueur du mois pour la 10e fois déjà, le meilleur joueur du mois d'octobre. Donc félicitations à lui, comme le dit le message. Finalement, Lauré, heureusement que la Ligue 1 a Kylian Mbappé quand même. Parce qu'on était sur les 4 matchs, limite en état de crise. Luis Enrique l'aurait mis en triple flop, lui. Non, mais il veut qu'il défende plus, quoi. Oui, mais je suis désolée, mais c'est peut-être pas de ça dont vous aviez envie de parler, mais moi j'ai envie de parler de ça. Franchement, c'est improbable. Alors, il aime la contradiction, il aime bien jouer avec les journalistes, tout ça, mais il a toujours besoin de dire noir quand on dit blanc. Et là, marquer un triplé, on vient de revoir les buts, ils sont superbes, et dire publiquement je veux qu'il fasse mieux, j'ai trouvé ça un peu ridicule. S'il a quelque chose à lui dire, il a qu'à lui dire directement. Exactement. Et ça devient un sketch que je trouve un petit peu ridicule. Alors après, il y a le côté coach du PSG qui marque un peu de son empreinte. On a souvent reproché au club d'être incoachable. Moi, j'entends tout à fait ce que dit Laurie. Enfin, Mbappé, ça n'a pas l'air de beaucoup le perturber quand même, toute cette histoire. Surtout qu'il semble, et Alicia nous le disait hier, avoir pris ça plutôt de manière constructive, intelligente. Oui, je pense même pas qu'il ait reçu le message. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Mais la Liga est trop facile, trop petite pour Mbappé. On s'en rend compte année après année. Mettre autant de buts chaque saison, être le meilleur buteur très rapidement. C'est pas anodin quand même. Non, c'est pas anodin. Dixième trophée du joueur du mois, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais il marche sur cette Ligue 1 depuis de nombreuses années. J'ai presque envie de lui faire passer un message en lui disant ménage-toi pour la Ligue 1, joue à 50% et donne tout en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, on voit un autre Mbappé et on a besoin d'avoir un Mbappé très fort du niveau de la Coupe du Monde avec l'équipe de France pour que le PSG aille loin en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est beaucoup trop petit pour lui. Très beau dessin de Faro. Ouais, triplé, c'est réaction de Luis Enrique sur le triplé de Mbappé. Benoît, je vais vous donner la parole après, mais je vous voyais réagir. Le premier but, il vous plaît beaucoup de Mbappé sur ce centre de Dembélé. Le premier but. Et le deuxième, en fait, on a beaucoup parlé du premier parce qu'il ressemblait à celui en finale de Coupe du Monde, mais je vous ai vu réagir sur le deuxième. Oui, le premier but. Disons qu'on va en voir souvent des buts comme ça de Mbappé. C'est un vrai geste technique, un plat du pied imparable pour le gardien. Mais effectivement, le deuxième but est très intelligent et très filou. Alors on voit le premier. Voilà. Pas évident à mettre quand même. Ouais, le deuxième, c'est quoi? C'est un vrai geste technique là, sur le premier plat du pied, imparable pour le gardien, surtout petit filet. Mais le deuxième technique, c'est ça. Il part vers l'intérieur, il repique vers le but. Ça, quand on est défenseur, c'est injouable. Mais c'est injouable parce que déjà dans un premier temps il est dans le dos, on le voit apparaître d'un côté puis le réapparaître de l'autre côté. C'est imparable pour défendre et c'est très bien joué de sa part, c'est très intelligent. Et là on voit vraiment la sensibilité du vrai footballeur. Voilà. Bon. Voilà pour Kylian Mbappé, triple top de notre baromètre des Bleus, double top. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup par son talent, mais aussi par la présence de Warren Zaïre-Emery, c'est Eduardo Camavinga. Il enchaîne les belles prestations avec le Real Madrid. Pourtant, on l'avait laissé sur une mauvaise note. C'était lors de l'amicale face à l'Écosse. Regardez, on a remis cette image, cette erreur qui avait coûté un but à l'équipe de France. C'est l'ouverture du score de l'Écosse. Mais il a vraiment bien réagi derrière. Il s'est remis la tête à l'endroit. Et ça a été encore le cas face à Valence ce week-end avec le Real Madrid. Succès 5-1 des merengues. Et ce sont notamment ses statistiques défensives qui sont à retenir. 3 interceptions, record du match, 7 duels remportés, 8 ballons récupérés. Il marque des points en l'absence d'Aurélien Tchouaméni, notamment sur blessure depuis début novembre. Et Bertrand Latour est notre envoyé spécial auprès des Bleus, évidemment du côté de Clairefontaine. Il a besoin de jouer, il a besoin d'enchaîner les matchs. Ça lui fait du bien, Eduardo Camavinga. Bertrand.
Ouais, c'est important pour Eduardo Camavinga d'être bon en ce moment parce qu'il traverse une période qui est un petit peu plus difficile. Aurélien Tchouaméni avait pris le lead au Real Madrid. Là, il est blessé, ce qui lui permet d'enchaîner les matchs avec le Real. Sur le dernier match de l'équipe de France, il n'a pas fait une prestation rayonnante. Ça fait partie de la vie d'un joueur. En fin de saison dernière, il était absolument étincelant. Et être bon dans un club comme le Real Madrid, quand vous êtes un petit peu moins bien, ça lui permet de se donner de l'oxygène, reprendre de la confiance. Et je trouve que ça dit beaucoup du mental qui est le sien et ce qui fait de lui un joueur qui a vocation à être en bleu, titulaire ou non, mais en tout cas pendant très longtemps encore. Merci Bertrand, vous restez avec nous parce que je sais que vous voulez intervenir dans notre débat tout à l'heure sur le 9 des Bleus. Olivier Bossard, Camavinga, bon, personne ne doute une seconde de son talent. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de place finalement une fois que Griezmann est redescendu au milieu de terrain. Non, il n'y a pas beaucoup de place, mais franchement, ce week-end, on a vu la meilleure version de Camavinga. Et franchement, ça me frustre de le voir de temps en temps sur le côté d'une défense, parce que quand il est comme ça, en sentinelle devant la défense, il est vraiment impressionnant. Il a récupéré un nombre incroyable de ballons contre Valence. Il y a notamment une action à la 55e où il est de son côté du terrain. Il élimine 5 joueurs et il remonte le ballon. Il a su casser des lignes. Franchement, il a été énorme. Mais alors, on parle beaucoup tout à l'heure de Warren Zaïre-Emery, mais il ne faut pas oublier que Camavinga, il vient seulement de fêter ses 21 ans aussi. Oui. Ça fait déjà 3 ans qu'il est... On a de la chance quand même. C'est vieux. On a de la chance. Et franchement, là, alors oui, il y a eu cette erreur contre l'Écosse, mais les matchs qu'il enchaîne avec le Real en ce moment, c'est très, très, très solide. Et le dernier top de notre baromètre, c'est Théo Hernandez. Une autre patte gauche de l'équipe de France après Eduardo Camavinga. Lui, il délivre des caviars à foison en ce moment. On se souvient de son superbe centre pour Giroud avec le Milan face au PSG en Ligue des Champions. Eh bien, il a récidivé ce week-end. Nouvelle passe décisive, encore pour Giroud. Et donc, ça fait 2 en 2 matchs. Ce sont d'ailleurs les 2 premières de la saison pour lui. C'est assez surprenant. Mais en tout cas, la relation Théo Hernandez-Olivier Giroud, c'est une arme de choix pour le Milan et pour l'équipe de France, bien sûr. Les galettes de Théo, Benoît Trémoulinas, un latéral pour en parler d'un autre. Il y a aussi son frère qui fait plutôt un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Côté gauche, pareil. Et là, en ce moment, il est très efficace à la passe. Il est très efficace, il a un vrai pied. C'est assez chirurgical, ces centres. Le centre face au Paris Saint-Germain, alors certes, oui, Giroud va le chercher son but, mais le centre est justement parfait. Il prend toujours l'information avant, ensuite il délivre son centre avec beaucoup de précision. Il est capable aussi de mettre des centres rater, en retrait, dans la surface. Il a une panoplie de centres qui est assez incroyable. On sent qu'il progresse aussi de plus en plus aussi défensivement. C'est-à-dire que vous pensez que les petites erreurs d'inattention, les grosses bêtises, comme contre l'Angleterre par exemple, il arrive à les gommer au fur et à mesure ou il en aura toujours Lorsqu'on joue à ce poste en tant que latéral, il fait tellement de kilomètres que par moment, ça manque un petit peu de lucidité et par moment, il aura quelques petites erreurs. Mais je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, il les gommera et ça deviendra pour moi l'un des meilleurs latérales du monde. Avant de passer au flop, il faut évidemment pour un beau baromètre, un BDB, le bonus du barreau. Attention, bruitage sonore pour le bonus. Oh. Bravo. Bon, on tente le côté, je ne sais pas. Julien Chalette m'a dit dans l'oreillette, attention, bruitage pour le bonus. Vous pouvez penser à l'argent. Il nous envoie le truc du mercato. Julien il aime bien. Écoutez, moi j'ai voté contre. Alors, vous pensez à Matteo Guendouzi ou non? Oui, on vous donne de ses nouvelles. Matteo Guendouzi, plus appelé en équipe de France depuis la Coupe du Monde 2022, ça commence à faire long. Eh bien, il s'est distingué lors du derby ce week-end malgré un triste 0-0 entre la Lazio et la Roma. Considéré comme le meilleur joueur de son équipe par la presse italienne. Transféré cet été, Matteo Guendouzi, il a rapidement pris ses marques en Italie. L'international français, titulaire en puissance dans le 11 de Maurizio Sarri. Ses débuts ont suscité énormément d'engouement auprès des supporters. Après seulement 25 minutes de jeu au Napoli, c'était, ça y est, le joueur par excellence. Depuis, c'est un peu retombé en raison des résultats de la Lazio. Mais les tifosi apprécient son tempérament, son caractère, sa hargne. Et Guendouzi, cette sélection avec les Bleus, ne perd pas du tout de vue l'équipe de France. Regardez ce qu'il a déclaré le mois dernier. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas été convoqué. Maintenant, je veux revenir et aller à l'Euro 2024. Le mondial au Qatar, c'était un grand objectif atteint. Je sais que je dois travailler dur pour être dans le groupe qui sera convoqué. Deschamps me suit. Je fais partie du giron depuis mes 19 ans. Je dois jouer et surtout bien jouer pour revenir. Il y croit, Matteo Guendouzi. Je vais vous poser la question, un oui-non rapide autour de la table, puisque Alicia aurait presque pu vous la poser. Guendouzi qui va à l'Euro, qui prend le pari? Oui, non, Alicia? Non. Karim Benani? Benoît? Trop de retard. De l'autre côté, Olivier? Non. Laurie? Ah bah non.
Et Romain? Bah non. Et quand il y sera, je sortirai cette bande, évidemment, et je dirai c'est pas Avec grand possible. plaisir, Greg. Non, Mais il n'y a pas de souci, on lui souhaite Vous savez le quoi meilleur. C'est le football. Allez, on passe au flop. Ça s'est moins bien passé pour eux ce week-end, parce que c'est un baromètre du week-end. Un peu paradoxal. Olivier Giroud. Bah oui, Ouais. c'est un petit peu dur, on va pas le cacher, parce que comme on le disait juste avant, il a marqué contre Lecce sur le service de Théo Hernandez, mais le Milan a fait 2-2, et donc il a marqué son 7e but en 11 matchs de Serie A, mais il a surtout été exclu, et ce n'est que le 4e carton rouge de sa carrière. On jouait en fait les arrêts de jeu, il y avait de la nervosité car Milan est passé de 2-0 à 2-2, et donc l'attaquant des Bleus s'est énervé contre l'arbitre après une main non sifflée. Il a pris un jaune, il ne s'est pas calmé, il a continué, l'arbitre a finalement sorti un rouge direct. Il sera donc suspendu au moins un match, mais ça pourrait être plusieurs. Et bon, on n'a pas trop l'habitude de voir ça avec lui. Ouais, ça peut être. Ça y est, on le sait, c'est 2 matchs. C'est 2 matchs, c'est Ouais, sorti. 2 matchs. Il s'en sort plutôt pas mal parce qu'il risquait jusqu'à 4 matchs. Ça veut dire que les propos qu'il a tenus n'étaient pas injurieux. Voilà. Donc, Trop viril, quoi. ouais, un peu de frustration. Bon. Vous retenez le but ou l'expulsion? Ouais, le but, franchement, c'est pas. Je veux dire, ça arrive, c'est pas, c'est rien de fou et ça change pas grand-chose. Ça lui fera Après, un petit 2 peu de matchs en moins, repos. quand même, il va manquer à son équipe, quand même. Hein, quand il est quand même pièce Ouais, indispensable. à ce Milan. 7 buts, c'est le meilleur buteur en championnat de. Ce qui de reste son équipe. incroyable, c'est qu'à 37 ans, il est encore décisif. Il a été décisif dans un match de Champions League face au Paris Saint-Germain, qui est l'une des meilleures équipes du monde. 3 jours après, il marque encore contre Lecce. Non, franchement, c'est... Gardez vos forces pour Giroud, parce que dans un instant, on se demandera qui doit être le 9 des Bleus. On l'a mis vous voyez, un petit teasing, un petit peu d'apéro, comme ça, pour parler de Thuram, de Colomani ou d'Olivier Giroud. Mais il fallait qu'on parle de ce carton rouge rare, vous l'avez bien fait de le souligner, Romain. Youssouf Fofana, c'est compliqué, double flop. Oui, le milieu de terrain de l'AS Monaco qui souffle un petit peu le chaud et le froid en ce moment, un petit peu à l'image de son équipe, tout simplement. Et ça se voit à ses notes dans le journal L'Équipe. Sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, il a eu 2 fois 6 sur 10 face à Reims et Brest, donc en signant une passe décisive à chaque fois. Mais il a eu 3 fois la note de 4, et notamment lors du nul de l'ASM samedi soir au Havre, un match où il a été averti, 3e carton jaune en 6 matchs, donc il sera suspendu pour le choc entre le PSG et Monaco. Ce sera lors de la prochaine journée, le vendredi 24 novembre, au Parc des Princes, donc il va louper ce gros match, Youssouf Fofana. Voilà, on voit l'entraînement de l'équipe de France tout à l'heure à Clairefontaine. Olivier Bossard, on l'avait mis dans les tops pour dire quand même qu'il existait encore et qu'il faisait partie du groupe, parce que c'est vrai que déjà avant même sa convocation, Warren Zaïre-Emery prenait de l'espace médiatique. Il y a beaucoup de monde dans ce milieu de terrain. Le chaud et le froid, je vais reprendre la phrase de Romain, il vaudrait mieux à 6 mois de l'Euro ou 8 mois que ce soit le chaud plus fréquemment, non? Oui, après, j'oublie pas qu'il y a à peu près 2 semaines dans l'équipe, il y avait justement eu un papier qui disait à quel point le groupe France et Didier Deschamps et ses adjoints justement aimaient ce joueur qui radiait toujours par. Je parlais pour avoir beaucoup de temps de jeu, pas tellement dans le groupe. Oui, le temps de jeu, effectivement, ça va être compliqué. On a presque déjà l'impression que Zaïre-Emery, qui n'a aucune sélection, lui passe déjà devant dans la hiérarchie. Mais ça reste quand même un magnifique joueur et un joueur indispensable au 11 de l'entraîneur Hutter. Mais alors, le week-end dernier, pour le coup, on ne l'a pas reconnu. Trop de déchets. Ça n'a pas été la rampe de lancement habituelle, et puis le carton jaune qu'il prend, il est affreux. Il va insister auprès de l'arbitre en fin de match sur ce ballon qui n'est pas tout à fait sur le point de pénalty pour lui, et conséquence, il va rater le match très important contre le PSG au Parc. Franchement, c'est pas bon pour lui. Voilà pourquoi il était en double flop cette semaine. Je rappelle qu'on juge le week-end passé, hein, pas le début de saison, pas la carrière. C'est sur le week-end qui vient de s'écouler dans ce baromètre. Je vous vois souvent réagir en train de dire c'est pas juste, il fait un beau début de saison. Mais là, on juge de manière un petit peu peut-être injuste. Mais en tout cas, il faut bien qu'on réagisse à chaud dans une émission quotidienne sur le week-end passé. Et puis on termine avec Wissam Ben Yedder. Il n'a plus été appelé depuis juin 2022. L'attaquant de l'AS Monaco, il a vu plusieurs joueurs lui passer devant dans la hiérarchie en attaque en équipe de France. Et malheureusement, ce ne sont pas ses performances en club qui vont changer ça, puisqu'il est dans le dur. Ben Yedder, le capitaine de l'ASM, 4 matchs sans marquer avec Monaco, un seul but sur les 9 dernières rencontres, et donc la note de 3 face au Havre samedi, dans un match où c'était quand même toute l'équipe de Monaco qui était dans le dur. Dans la tourmente, parce qu'évidemment il a cette affaire en attente d'un jugement, et puis il y a évidemment ces prestations qui sont un peu décevantes avec l'AS Monaco, le groupe France qui avance sans lui, compliqué, Wissam Ben Yedder. Alors sur l'équipe de France, je pense que
même lui s'est fait peut-être une raison, en n'allant pas à la Coupe du Monde, il sait qu'il n'entre plus dans les... Mais regardez Klose, il est revenu, il n'a pas fait le sélectionneur, mais c'est un poste particulier avec beaucoup de jeunesse. On pense à Colomboigny qui est passé devant, Nkunku qui va certainement revenir aussi quand il reviendra de blessure. Marcus Thuram, voilà, c'est très compliqué pour lui, il n'incarne pas l'avenir au poste d'attaquant en équipe de France. En revanche, effectivement, contre Monaco, on met ce match de côté, contre Le Havre, on met ce match de côté puisque l'équipe monégasque a été vraiment nulle à tout point de vue. En revanche, sur le terrain, depuis quelques semaines, il est moins buteur, mais tellement précieux dans le jeu. Je me souviens de ce match contre l'Olympique de Marseille où il ne marque pas, mais il a une activité folle et c'est le meilleur joueur de l'AS Monaco ce jour-là. Avec Akliouche, il permet à Monaco, il permet aux autres attaquants, à Balogun, à d'autres joueurs, Minamino, de libérer certains espaces. Et franchement, dans ce match-là contre Marseille, c'était il y a 3 matchs, je le vois battre à la tête un joueur comme Samuel Gigot, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat à ce niveau-là, sans aucun problème, avec sa petite taille, super timing. Non, il est précieux dans le 11 d'Adi Hutter et l'entraîneur monégasque le titularise à chaque match. Voilà pour ce baromètre.